Elle dormait paisiblement, en sécurité chez elle, sans se douter qu'elle était filmée, qu'un être dérangé observait son corps. La maison était un Big Brother macabre, imaginé par quelqu'un d'insoupçonnable, quelqu'un qui vivait camouflé, à peine remarqué. Mais en réalité, il s'agissait d'un être malade et incurable, dont les fantasmes pervers ont mis fin à des rêves et à des vies. Je suis Marcos Campos. Bienvenue à tous ici. Chaque semaine, 3 nouveaux épisodes sont publiés. Si vous aimez les histoires vraies de crimes et de mystères, abonnez-vous et suivez la chaîne. Activer la cloche des notifications, c'est très important. Du moins, on pense que la plateforme va livrer la vidéo dès qu'elle est publiée. Activer la petite cloche augmente déjà la probabilité que cela arrive. Mais ce qui renforce aussi nos liens, c'est votre intérêt. Donc, si vous aimez nos productions, laissez un commentaire. Même si ce n'est qu'un emoji, juste pour montrer à l'algorithme que vous interagissez avec le contenu, votre like. Ainsi, la plateforme comprend de plus en plus que vous aimez nos productions, nos vidéos, nos épisodes, et vous les livre dès qu'on les publie, d'accord? Une autre chose très importante qui nous aide, c'est que vous rejoignez notre club de membres. Mais si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave. Faites juste ce que j'ai dit, un like aide déjà beaucoup. Une chose que je vais vous demander, les amis, de tout cœur, ceux qui aiment mon travail ici, partagez une vidéo, envoyez-la sur les réseaux, dans les groupes, parce que ça va nous aider à toucher plus de gens. Il arrive un moment sur la plateforme, on dirait que la chaîne atteint un plateau, tu vois. Je regarde ici, les statistiques de la chaîne sont... On a 2 métriques, d'accord? Dans les analyses ici de la chaîne. Il y a l'audience récurrente, ceux qui reviennent toujours voir les vidéos, et l'audience nouvelle. Ce graphique, il est cruel, tu sais. L'audience récurrente, elle est ici en haut, l'audience nouvelle est souvent à 0. La plateforme ne présente pas notre contenu à de nouveaux utilisateurs, donc on stagne, tu vois. Et c'est mauvais, non? Pour ceux qui créent du contenu, on a besoin d'atteindre de plus en plus de personnes pour pouvoir produire toujours plus d'épisodes sympas pour vous. Je compte sur votre aide partagée, d'accord? C'est tout? Message des données, passons aux faits. Eh bien, le personnage principal de l'épisode d'aujourd'hui est Meng Mei Lang, une chinoise née le 29 janvier 1991 dans la province de Siwang, en Chine. Meng Mei était réputée très calme et gentille. Je vous donne ici une information personnelle. Meng Mei Lang a déménagé en Australie pour essayer de réaliser ses rêves d'étudier, n'est-ce pas? Faire des études à l'international. C'est pourquoi on l'a appelée Michelle. Je n'ai trouvé aucune source qui explique pourquoi elle a commencé à être appelée Michelle. Source de ma tête, je suppose que c'est peut-être par facilité, non? De l'appeler Michelle là-bas en Australie. Mais vraiment, ce sont juste des suppositions de ma part. Mais comme là-bas elle était appelée Michelle, nous allons l'appeler Michelle à partir de maintenant, d'accord? Voilà, très bien. En 2008, de mauvaises choses ont déjà commencé à arriver dans la vie de Michelle. Un tremblement de terre a eu lieu en Chine, dans la province natale où elle a vécu, et elle a perdu son père. Et ça a été une grande catastrophe naturelle en Chine, qui a fini par faire plus de 87 000 victimes. Parmi toutes ces personnes, il y avait 5 000 enfants, n'est-ce pas? Touchant ainsi des personnes disparues, des personnes dont la mort a vraiment été confirmée. Parmi elles figurait le père de Michelle. Mais malgré ce malheur, Michelle restait concentrée sur ses études. Elle a reçu beaucoup d'aide de sa mère, n'est-ce pas? Qui était une femme courageuse qui est restée à ses côtés malgré toutes ces difficultés, n'est-ce pas? Que la vie a mises sur leur chemin. Michelle est restée concentrée, travaillant dur pour réaliser son rêve d'enfance. Déménager en Australie. C'est en 2011 qu'elle a réalisé ce rêve. Elle a eu beaucoup de bonnes notes à l'école et elle a réussi à être admise à l'université de technologie de Sydney. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle a pu mettre en pratique, n'est-ce pas? Faire le premier pas pour réaliser son rêve. Michelle s'est donc installée en Australie et elle est allée vivre chez une tante, la sœur de sa mère. Cette tante vivait déjà là-bas depuis un certain temps. En Australie, elle était déjà, bien habituée au pays australien. Elle avait déjà une famille, elle vivait avec ses 2 enfants, et c'est ainsi que Michelle a rejoint cette famille. Elle a donc commencé à vivre avec sa tante et ses 2 cousins. Et la vie suivait son cours très bien, tout était en ordre.
Michel est très heureuse, elle garde le contact avec sa mère qui est restée en Chine. Sa tante est vraiment quelqu'un de très gentil. Ses cousins, n'est-ce pas? On peut voir sur les photos qu'ils s'entendaient pas bien. C'était une famille heureuse. Jusqu'à ce qu'en 2012, la tante de Michel, qui avait déjà 44 ans, rencontre un homme et se marie avec lui. Cet homme s'appelait Derek Barrett. Un homme qui avait 20 ans de moins que la tante de Michel. Et par conséquent, il était presque du même âge que Michel. Il avait seulement 3 ans de plus que Michel. Ce Derek était un professionnel de l'informatique, mais il était au chômage à l'époque où il a épousé la tante de Michel. Et donc c'était un gars décrit comme très réservé, tu vois. Les gens le trouvaient peu expressif, très calme. Je ne sais pas comment il a séduit la tante de Michel. Encore plus en étant au chômage à ce moment-là de sa vie et en ayant 20 ans de moins que la femme. Enfin, quoi qu'il en soit, ils se sont mariés et Derek fait maintenant partie de cette famille. Donc dans cette maison vivait maintenant la tante de Michel, ses 2 cousins, enfants de cette tante, et Derek Barrett. Oui, je sais, vous êtes très proches, n'est-ce pas? Vous reliez déjà tous les points sur notre tableau sémantique. Celui-ci se relie à celui-là, je comprends. Voyons maintenant ce qui va se passer. Eh bien, il est rapporté qu'à ce moment-là du mariage, donc quand Derek a commencé à vivre avec la famille, rien d'anormal ne se passait, n'est-ce pas? La famille poursuivait sa vie normale. Michel étudiait à l'université, non? Elle faisait tous les efforts possibles pour devenir une grande professionnelle. Elle a aussi trouvé un emploi à temps partiel. Tout allait très bien, n'est-ce pas? Elle s'entendait très bien avec tout le monde. Mais à ce moment-là de leur vie, environ 2 ou 3 ans après le mariage, la tante de Michel a trouvé un emploi où elle devait passer beaucoup de temps en dehors de la maison. C'était un emploi où elle devait voyager, assister à des réunions d'affaires. Il vivait dans une banlieue de Kempsey, près de Sydney. Et la tante de Michel devait toujours voyager dans une ville voisine. Mais c'était à environ 80 km. Elle devait souvent y rester plusieurs jours, même si c'était proche. Elle devait rester là-bas. Il y avait beaucoup de réunions jusqu'à tard dans la journée, donc elle devait être là, à cet endroit. C'est-à-dire que maintenant, là, dans ce petit appartement à Kempsey, il y avait Derek, Michel et les 2 beaux enfants de Derek, cousins de Michel. D'accord? Ils ont déjà rappelé et tiré un autre fil sur le tableau, n'est-ce pas? Tout va bien. En avril 2016 précisément, la tante de Michel a dû voyager à nouveau pour le travail. Tout était convenu, programmé pour qu'elle revienne le 24 décembre ou avril, c'est-à-dire qu'elle allait voyager. Elle allait passer ses jours hors de la maison et avait déjà convenu avec Derek que le 24, il devait venir la chercher à la gare où elle arriverait. Disons qu'une opportunité s'est présentée là, vous vous souvenez de notre triade moyen, motif et opportunité. Eh bien, à ce moment-là, une opportunité s'est présentée, n'est-ce pas? 3 jours avant le retour de la tante de Michel, soit le 21 avril, Michel, qui avait déjà 25 ans à cette époque, se promenait tranquillement avec quelques amis, et elle avait l'intention de rentrer chez elle à midi. Alors, elle a pris un bus de l'Université de technologie de Sydney, mais avant de rentrer chez elle, elle est passée dans un centre commercial de la ville. Il y a quelques photos, n'est-ce pas? Des caméras ont filmé Michel faisant des achats au Pitt Street Mall, un centre commercial de Sydney. Un centre très animé, en fait un quartier financier, l'un des plus fréquentés de la ville. Michel était là vers 15 heures et a été vue se promenant dans ce centre commercial faisant des achats. Bref, elle semblait normale, rien ne montrait qu'elle était agitée, dérangée ou pressée. En somme, elle se promenait normalement. 1h30 plus tard, elle a de nouveau été filmée par les caméras de surveillance. Elle a pris un train à la gare St. James Railway Station, qui est une gare ferroviaire très fréquentée, également à Sydney, vers 16h30. Et c'est précisément à ce moment-là que Michel a été vue pour la dernière fois vivante et sans souffrance. Eh bien les amis, c'est à ce moment-là qu'elle a été capturée pour la dernière fois, vivante d'ailleurs, n'est-ce pas? Et sans être en état de souffrance. Et je vais déjà vous expliquer pourquoi. Même si elle a été capturée à ce moment-là, là pour la dernière fois, vivante, n'est-ce pas? Ce même jour, elle a encore parlé avec quelques amis par message sur son téléphone portable. Et ses amis qui ont été entendus plus tard ont dit qu'il n'y avait rien d'alarmant. Michel était complètement normale, comme elle l'a toujours été.
Les jours ont passé et la tante de Michel est enfin rentrée de voyage. Vous vous souvenez qu'elle était partie, n'est-ce pas? Elle avait convenu avec son mari qu'il viendrait la chercher à la gare le 24, et le 24 est arrivé. Ainsi, Derek est allé, comme convenu, à la gare. Elle est descendue du train. Après quelques banalités, elle a demandé « Où était Michel ?» Derek a alors répondu « Ça faisait déjà 2 jours qu'il n'avait pas vu Michel, Derek. » Quand on lui a demandé pourquoi, n'est-ce pas? Où était Michel si elle avait parlé avec lui? Il était de nouveau au chômage. À cette époque de sa vie, il a dit qu'il était sur l'ordinateur. Il a passé beaucoup de temps sur l'ordinateur. Il a veillé toute la nuit sur l'ordinateur. Dieu seul sait ce qu'il faisait. Et il a donné cette excuse à la tante de Michel, disant qu'il n'avait rien remarqué, qu'il n'avait rien vu, et c'est tout. Depuis 2 jours, il n'avait pas remarqué la présence de Michel à la maison. À ce moment-là, voici la situation. Cela faisait déjà 2 jours que Michel ne donnait plus signe de vie, et Derek lui-même a dit qu'il ne l'avait pas vu à la maison depuis 2 jours. Les images de sécurité du centre commercial après la gare montraient Michel à 16h30, 2 jours auparavant. En somme, plus personne ne l'a contacté et son téléphone éteint. Envoyer les appels sur la messagerie, c'est bien cela, de messages. C'était quelque chose de très anormal, parce que Michel a toujours gardé le contact avec les gens, surtout avec les membres de sa famille restés en Chine. Sa mère et tout le reste, et tout le monde était déjà très inquiet pour elle, parce qu'elle ne donnait aucun signe de vie. Et Derek, n'est-ce pas? Il n'a pas prévenu, sa femme n'a pas prévenu, personne n'était censé traîner chez lui, n'est-ce pas? Sur l'ordinateur, il n'a pas vu que la fille avait disparu depuis 2 jours, parce qu'il aurait été la personne clé pour donner la nouvelle, n'est-ce pas, aux membres de la famille pour les prévenir. Mais le gars a haussé les épaules, personne ne savait. Un autre point important, cela faisait déjà 2 ou 3 jours que Michel n'utilisait plus ses réseaux sociaux. Aucune publication, aucune story, rien du tout. Bon, ils sont arrivés à la maison, alors la tante a jeté un coup d'œil dans la maison. La chambre de Michel était bien rangée, n'est-ce pas? On aurait cru qu'elle était juste sortie et qu'elle reviendrait bientôt. Mais comme on l'a vu, elle n'est pas revenue. Un autre détail important dont même la tante de Michel va se souvenir plus tard, c'est que la maison était bien rangée. Tout était impeccable, tout à sa place. Bref, garde bien cette information. Eh bien, déjà très inquiète, la tante de Michel a attrapé son mari. Et ils sont allés au commissariat de police pour signaler qu'il y avait une personne disparue. Signaler, on est censé pas faire un rapport de disparition parce que Michel avait disparu, donc ils ont été entendus là-bas, au commissariat. La tante a dit qu'elle venait juste de rentrer d'un voyage d'affaires, n'est-ce pas? Elle avait la preuve, elle n'était pas chez elle quand Michel a disparu. Derek a répété son récit. La tante de Michel a dit être sur l'ordinateur et ne pas avoir vu Michel depuis 2 jours. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'au moment où ce rapport de disparition était en train d'être rédigé au commissariat, Michel était déjà sans vie, car son corps avait été retrouvé. Le corps de Michel a été retrouvé à 10h30 un dimanche, précisément le 24 avril, c'est-à-dire le jour où sa tante rentrait de voyage. Le corps Maddy a été retrouvé parce que plusieurs personnes ont commencé à contacter la police, signalant qu'il y avait un corps flottant face contre l'eau. Dans une rivière, au belvédère de Snapper Point. Correction, le corps de Michel n'a pas été jeté dans une rivière au ruisseau. D'accord, j'ai fait une erreur en corrigeant le script. Maintenant, je suis allé regarder les photos de l'endroit où son corps a été retrouvé. C'est une zone côtière, d'accord? Comme une sorte de gorge au milieu de l'océan, avec des rochers extrêmement hauts. C'est pour ça que c'est un belvédère, non? Donc c'est vraiment un endroit difficile d'accès, d'autant plus qu'il a fallu qu'un hélicoptère vienne secourir et tout ça. Donc j'ai dit n'importe quoi, cette histoire de Rio Riacho n'a rien à voir. C'est dans l'océan, un lieu très difficile d'accès. Le corps était attaché avec des cordes, et lors de cette première expertise, on a constaté plusieurs blessures profondes. Le corps a été retiré de l'eau par hélicoptère, car l'endroit était difficile d'accès. Il avait déjà dérivé sur le fleuve, alors il a été retiré. Cela a attiré l'attention de tout le monde. Et au début, il est vrai que la femme n'a pas été identifiée, mais il a été rapporté qu'il s'agissait d'une personne asiatique, âgée d'environ 20 à 30 ans, mesurant 1,70 m de hauteur. Eh bien, même si l'identification n'a pas été faite officiellement sur place, avec cette description, il n'a pas fallu longtemps pour que les gens fassent le lien. Et il a vite été confirmé qu'il s'agissait bien du corps de Michel Lange.
Eh bien, la famille a donc été prévenue et la nouvelle est tombée comme ça. Un choc difficile pour tous, surtout pour la mère de Michel, présente en Chine, n'est-ce pas? Ravie que sa fille ait réalisé son rêve de partir en Australie pour accomplir son projet professionnel et ouvrir un studio international. Elle s'est battue pour que sa fille puisse partir là-bas. Imaginez le poids. Sa conscience se sentait peut-être coupable à cause de ça, non? Parce que tous les efforts qu'elle a faits pour renvoyer sa fille, et maintenant sa fille, ça se termine de façon tragique. Ce corps mutilé et blessé, retrouvé flottant dans une rivière. C'était une nouvelle terrible. D'ailleurs, la grand-mère de Michel est décédée quelques jours après la découverte du corps, n'est-ce pas? Après que la nouvelle se soit répandue. Les gars, elle est vraiment morte de chagrin, vous voyez? Elle est décédée de tristesse. Selon le rapport initial, ce corps retrouvé présentait des blessures causées par un couteau d'environ 40 cm. Bref, les preuves montraient qu'il s'agissait d'un meurtre très brutal, sans aucune pitié. Il est décrit qu'il y avait une coupure si profonde à la gorge qu'il y a presque eu, n'est-ce pas, une séparation totale de la gorge du corps. Mais au milieu de toute cette bombe qui explosait sur la famille. Heureusement, la police australienne n'a pas mis longtemps à résoudre l'affaire. Parce que l'assassin, vous avez de bons soupçons sur qui était l'assassin? Y a-t-il eu une confession personnelle? Eh bien, l'assassin a tout avoué sur ce qu'il a fait. Et cette confession a eu lieu pendant le procès, après l'enquête, après les investigations. C'est lors du procès que cette confession a eu lieu. Le tribunal. L'ambiance était vraiment très lourde, n'est-ce pas? Beaucoup de gens pleuraient, soupiraient, cette ambiance. Vraiment lourde. La mère de Michel, n'est-ce pas? Elle regardait en larmes toute la confession de cet homme qui détaillait tout ce qu'il avait fait à sa fille. Sans aucune pudeur, il en était même arrivé là. Pendant le procès, la mère de Michel en est venue à supplier le juge de condamner cet homme à la prison à perpétuité. Et savez-vous de qui était ce procès? Vous avez deviné si vous avez dit Derek Barrett. Eh bien, c'était lui l'assassin de Michel Lange, l'oncle, le mari de la tante, n'est-ce pas? Le gars très discret que tout le monde ne remarquait pas. C'était le monstre qui vivait dans la maison, au sein de la supposée sécurité du foyer. Là, il y avait un esprit malade. Je vais vous raconter tous les détails de ce qui s'est passé, d'accord, les amis? J'ai anticipé l'ordre, n'est-ce pas? Je vous ai déjà parlé de la confession au tribunal. Je vais maintenant donner les détails. Les détails sur la façon dont ce type a tout avoué ce qui s'est passé le jour du meurtre de Michel. Ce Derek était un malade pervers complet, qui a développé une obsession irréversible dans son esprit. Là-bas, avec Michel, il a commencé à vivre avec sa tante, de 20 ans son aînée. Là, dans la maison, il y avait 2 femmes très jeunes, n'est-ce pas? Michel, la cousine. Et cet homme a commencé à nourrir une obsession pour Michel et aussi pour sa propre belle-fille. À partir de ce moment-là, il a créé, comme je l'ai dit dans l'introduction de l'épisode, un Big Brother sinistre, macabre. À l'intérieur de la maison, il a commencé à installer des caméras cachées dans la salle de bain, dans la chambre. Bref, il a vraiment créé une atmosphère là-bas, de Big Brother, mais dans ce sens, c'est quelque chose de malade, pour qu'il puisse se satisfaire. Et comme je l'ai dit, Derek était un gars discret, tu sais, il passait la plupart du temps dans son coin, à l'intérieur de la maison. Personne là-bas, donc, n'avait le moindre soupçon qu'il était une personne troublée, n'est-ce pas? Avec de graves problèmes mentaux, un cerveau complètement déformé, il passait inaperçu là, sur son ordinateur. Alors, quand il a dit que Michel avait disparu pendant 2 jours, il était sur l'ordinateur. Est-ce qu'il était en train de faire l'analyse de tout ce qu'il avait capturé dans son Big Brother malade? Et même s'il était décrit comme un gars très discret, dans son coin, il jouait aussi le rôle du bon garçon, d'accord? C'était un oncle attentionné, tu vois? Il traitait ses beaux enfants comme un gars sympa, il était toujours là à côté, répondant quand on lui posait des questions, disant des choses gentilles. Bref, un gars complètement camouflé, les gars, vivant là, sous le même toit. Complètement. Il est complètement passé inaperçu auprès de tout le monde. Et pendant toute cette dissimulation, comme je l'ai dit, il avait les caméras là-bas. Il stockait beaucoup d'enregistrements sur son ordinateur. Et ensuite, il les regardait la nuit, à l'aube quand tout le monde dormait. Son épouse voyageait souvent pour le travail afin de subvenir aux besoins de ce bon à rien sans emploi. Et là, il restait la nuit à se satisfaire. Si vous voyez ce que je veux dire, je ne peux pas dire ça. Avec les enregistrements de Michel, sa belle-fille, sous la douche, il existait même des témoignages et des enregistrements. Parce qu'il avait aussi installé des caméras dans leur chambre. Des caméras, il installait ces caméras, des micro-caméras comme ça,
Celles qui servent vraiment à l'espionnage, tu vois. Cachées là, parmi les produits de beauté, dans la salle de bain, parmi les produits d'hygiène personnelle, n'est-ce pas? Également cachées dans la chambre, à un endroit stratégique. Et ces mêmes caméras qu'il installait l'ont filmé dans la chambre de Michel, en train de se toucher et de la regarder pendant qu'elle dormait, dans la supposée sécurité de la maison. Imaginez la scène terrifiante que cela a été. Un type là, je ne sais pas, une ordure, un fantôme debout dans l'obscurité de la chambre, là, en train de se toucher, regardant Michel dormir. Elle ignorait totalement ce qui se passait, jusqu'au moment du voyage. Probablement, ce voyage de la tante de Michel serait la plus grande période de temps, n'est-ce pas? Parmi ses voyages professionnels, celui-ci fut sans doute le plus long. Le gars là-bas a eu 4 jours pour tout planifier, plus de 4 jours, n'est-ce pas? Il a eu tout le temps nécessaire pour réaliser ce plan là-bas. Alors, probablement, comme il était seul avec les filles à la maison, ce je ne sais quoi qu'il avait à l'intérieur, ça a débordé, n'est-ce pas? Il a pensé qu'il réussirait à le faire là, à mettre en pratique son désir qu'il ruminait déjà intérieurement. Le jour où Michel est rentrée à la maison et a été filmée au centre commercial, elle n'a plus contacté personne. C'est à partir de ce moment-là qu'elle a été retenue captive. Entre les mains de ce malade, il a raconté ses balivernes. Il affirmait ne pas avoir vu Michel depuis 2 jours alors qu'il la torturait et abusait d'elle durant cette période. Finalement, il a mis fin à sa vie, sans doute dans la nuit du 24, puis a abandonné le corps. La nécropsie a révélé que Michel avait plus de 30 coups de couteau sur le corps. C'est-à-dire qu'elle avait été durement torturée. En plus de ces coups de couteau, il y avait des blessures défensives sur son corps, montrant qu'elle s'est vraiment battue pour sa vie, mais elle n'avait aucune chance. Quand on regarde les photos, on voit qu'elle était une personne très délicate, avec un corps très fragile. Et le gaz était une brute, un individu qui a dû faire ce qu'il a fait à Michel très facilement pour lui. Mais je vais vous dire, avant de continuer un peu sur la façon dont les soupçons sont tombés sur les épaules de cet individu. Au cours de l'enquête, les policiers, dès le début, n'ont pas cru à la version de Derek. Ils savent déjà ce flair pro. Ces gars ont le don de repérer le menteur. Il avait beaucoup de talent pour passer inaperçu chez lui. Mais peut-être pas autant face à un enquêteur précis, avec un regard attentif et déjà bien aguerri dans la fonction. Alors, quand il a commencé à raconter cette petite histoire, disant qu'il ne l'avait pas vue depuis 2 jours, et quoi d'autre, il était sur l'ordinateur, il n'a rien remarqué, il ne s'est rendu compte de quelque chose que lorsque sa femme est rentrée de voyage. Cela a tout de suite attiré l'attention des policiers, des enquêteurs. Il a dit que le 21 avril, ils ont dîné ensemble, Michel et lui. Ensuite, ils ont regardé un film, et quand le film s'est terminé, chacun est allé dans sa chambre, et ils ont dormi. Et ouais, quand il s'est réveillé le lendemain, Derek a dit que Michel n'était déjà plus à la maison. Et, depuis lors, il ne l'avait plus revue. Il n'était plus entré en contact avec elle. Et tout ça. Mais quand les autorités ont commencé à le presser avec des questions plus précises, vous voyez? Technique d'entretien, les policiers ont commencé à contourner. Poser une question ici, puis une autre plus loin, pour vérifier s'il se contredisait. Et il a commencé à devenir très sur la défensive quand il a compris que les policiers voulaient l'acculer. Alors dans cette posture défensive, il a commencé à appeler son avocat. Eh bien, à partir de là, il est devenu la cible principale des policiers. Dès lors, il est devenu le principal suspect de l'affaire et toute l'attention s'est portée sur lui. Et à partir de ce moment-là, le dossier contre lui a commencé à être monté. Les policiers ont donc commencé à enquêter, comme dans la plupart des affaires aujourd'hui. Le signal du téléphone portable, et il se trouve que le signal du portable du type coïncidait avec la triangulation du signal, coïncidait exactement avec l'endroit où le corps de Michel a été retrouvé. Une autre preuve assez accablante, je dirais en queue d'eau, c'est que des caméras ont filmé la voiture du type, une voiture ressemblant à celle de Derek, la voiture de Derek. Les causes bas, les gars, en quittant ce point de sniper où le corps a été retrouvé à ce belvédère vers 7 h du matin le dimanche 24 avril, la triangulation du signal du portable a prouvé sa présence. Ensuite, une caméra a filmé sa voiture en train de quitter les lieux à 7 h du matin. Cela confirme ce que je vous ai dit. Le crime a sans doute été achevé dans la nuit du 24. Mais il avait déjà commencé. Depuis ce jour où Michel a été vu pour la dernière fois, à 16 h 30 là-bas, à la gare. Bien sûr, malgré toutes ces preuves, Derek continuait à nier, n'est-ce pas? Sa version prétendant qu'il n'avait pas vu Michel et était innocent. Bla bla. Mais une autre preuve est apparue, montrant qu'il était l'auteur matériel de ce crime barbare. Dans la nuit du 24, il a également été filmé par des caméras de surveillance, achetant des boissons
et mettant de l'essence dans sa voiture, dans une station-service. Et cette station-service se trouvait sur le chemin de ce belvédère, là-bas, à Snapper Point. Quand il a été confronté à toutes ces preuves, que disons, comment le gage va-t-il réfuter ça, contre les faits, il n'y a pas d'argument. Et il a commencé à prétendre qu'il souffrait de perte de mémoire, parce qu'il consommait beaucoup de drogue. Tu vois, il a commencé à se créer un autre délire dans sa tête, là, pour essayer de s'en sortir, tu vois. Mais les gars, et c'est là que vient la partie qui prouve tout ce qui s'est passé, y compris tout ce que j'ai déjà mentionné auparavant. Voilà pour les images et le reste, tu vois. Pendant que toutes les preuves étaient analysées, les policiers ont pris le téléphone portable de Derek, qui était évidemment confisqué là pour les investigations, après qu'il soit devenu le principal suspect. Et c'est à partir de là qu'un scénario troublant de tout ce qui s'est passé commence à émerger. Toutes ces images du Big Brother, privées de Derek, étaient stockées sur son téléphone portable, ainsi que sur la carte mémoire du téléphone. Et c'est là que les policiers ont vu toutes ces images troublantes des filles en train de prendre leur bain dans la salle de bain de Derek, n'est-ce pas, en train de se toucher dans la chambre en regardant Michel dormir. Et pour toutes ces images, les policiers ont vu qu'il était complètement malade et qu'il n'avait pas d'obsession. Pas seulement pour Michel, mais aussi pour sa belle-fille. Mais il a trouvé l'occasion de faire cela avec Michel. Et il est fort probable que s'il avait réussi à s'en sortir pour une raison quelconque de ce crime, il aurait probablement continué ces actes-là. Horribles. La prochaine victime serait sûrement la belle-fille, la cousine de Michel, fille de la femme de ce type. Sur ce téléphone, il y avait aussi les enregistrements des dernières minutes de vie de Michel. Et avec tout ça en main, voilà. Maintenant, l'affaire contre lui, n'est-ce pas, était complètement montée. Et il allait être jugé et serait certainement condamné. Alors, en 2017, avec tout cela en main, Derek a été inculpé de 27 chefs d'accusation. Bon, les gars, je vais donc vous parler de la chronologie du crime. Mais avant, je voulais, n'est-ce pas, partager une pensée qui m'est venue à l'esprit, j'imagine aussi. N'est-ce pas ? Comme la mère de Michel a sûrement ressenti de la culpabilité d'avoir réalisé ce rêve. Michel a sûrement trop culpabilisé, non? Pour avoir amené cet homme à la maison, s'être marié avec lui, avoir permis, en fait, n'est-ce pas, le plan évidemment personnel, que, sans le vouloir, je dis que cela a dû être une terrible culpabilité intérieure pour elle, n'est-ce pas? En se mettant là, comme, n'est-ce pas, un poids très lourd sur sa tête. D'avoir créé là l'environnement pour que ce monstre puisse mettre en pratique ses délires, n'était pas sa difformité mentale? Mais bien sûr que toute la faute revient à ce type, n'est-ce pas? Ce qui m'est revenu à l'esprit, c'est que ça a dû être très difficile pour ces femmes, n'est-ce pas? Elles ont dû, en effet, se sentir coupables de tout ce qui s'est passé. Bon, parlons donc de la chronologie des faits. Michel est arrivé à la maison vers 5 heures passées, le 21 juste après avoir été vu pour la dernière fois sur les caméras de la station. Il était aux alentours de minuit lorsqu'elle a envoyé un dernier message texte. À partir de ce moment-là, elle n'a plus eu de contact avec personne. La police a supposé que la torture a débuté à ce moment, bouleversant la vie de Michel. Derek entre dans la chambre et commence à mettre en pratique ses délires. Il attache Michel, lui met un bâillon sur la bouche, un ruban pour qu'elle ne puisse pas crier, et tout le reste. Les images de la caméra cachée installée par Derek dans la chambre en sont la preuve, étant son dernier enregistrement photographique. C'était vers 8 h du matin, le 22 avril. À ce moment, Michel n'avait pas de blessure mortelle, restait attaché, bâillonné et tremblait de peur en lui parlant. Et c'est ce jour-là, le 22, que la belle-fille est rentrée à la maison. Personne n'était là, seulement Derek et Michel. Vers 16 h, la belle-fille est entrée dans la maison sans rien remarquer ni entendre. Elle a fait ce qu'elle devait à la maison, puis est repartie avant d'être interrogée par les enquêteurs. Elle a dit qu'elle est allée rester à la maison pendant environ 3 heures ce jour-là et qu'elle n'a rien entendu, rien du tout. Elle n'a pas remarqué que sa cousine n'était pas à la maison. Cela montre que la routine de la maison était probablement ainsi. N'est-ce pas? Ils pouvaient entrer et sortir librement puisqu'ils étaient adultes, non? Elle est probablement entrée, a fait ce qu'elle devait, n'a rien vu et est repartie dans sa routine. La cousine de Michel a dit qu'à ce moment-là, alors qu'elle était à la maison, Derek n'a pas été vu par elle. Elle a dit qu'elle était dans la salle de bain et qu'il est resté dans la salle de bain tout le temps où elle était à la maison. Pourquoi cela n'a-t-il pas attiré son attention? Nous ne savons pas, mais le fait est qu'elle a dit qu'il est resté dans la salle de bain.
Là-bas, elle n'a pas vu ce qu'il a fait, il est parti et elle n'a entendu aucun bruit de Michel. La belle-fille du monstre est sortie. Alors il a quitté la salle de bain, est retourné dans la chambre et a recommencé à abuser. Nickel, faites tout votre possible. D'ailleurs, je pense que une personne avec un minimum de bon sens, ne peut imaginer, n'est-ce pas? Mais peut-on essayer de supposer l'ampleur de la souffrance que cette fille a endurée entre les mains de ce type? Il est alors retourné dans la chambre et les caméras ont arrêté d'enregistrer. Mais l'enregistrement audio a continué, où l'on pouvait entendre Michel supplier pour sa vie, lui demandant pourquoi il faisait ça. Et cet enregistrement a continué jusqu'aux derniers instants de vie de Michel. Déjà le 23 avril, les caméras de surveillance autour de la maison ont filmé Derek quittant la maison. Une trace sur les lieux. Non, pas non. Non, 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 non. Non, non. Non, non, non. Le jour où Michel a disparu, il a sans doute eu un peu de temps avant d'être considéré comme principal suspect, pour effacer tout ce qu'il avait produit. Mais non, il a tout gardé parce qu'il pensait sûrement qu'il s'en sortirait indemne et qu'il voulait utiliser ça pour le reste de sa vie. Écoute, c'est incurable, comme je l'ai dit dans l'introduction. Bon, revenons à la chronologie. Alors, à 3h19 du matin, le 24 Derek, avec le corps de Michel, il a conduit jusqu'à Sniper Point et il a été repéré là-bas à la station-service. Il a conduit jusque-là et a abandonné son corps là-bas, attaché. Il l'a jeté dans ce ruisseau-là ou dans cette rivière. Où il a été retrouvé le lendemain vers 10h30 par plusieurs personnes qui ont alerté la police. Bon, les gars, voici la chronologie des faits. Et maintenant, je vais vous parler du procès de ce type-là. Le procès a commencé en octobre 2017. Derek, pratiquement pendant tout le procès, n'a montré aucune émotion. Il est resté tel qu'on le décrivait, ce que les gens trouvaient normal et qui lui était si propre. Quand il a été entendu, il a seulement dit être victime de harcèlement scolaire, avoir des problèmes de drogue, etc. Mais il était déjà passé par là. Entre les mains d'un psychiatre qui a rédigé un rapport affirmant qu'il était pleinement apte à affronter ce procès. Ils n'ont pas réussi, ce vieux cliché de dire qu'il était fou. Très bien alors. Pendant tout le procès, il y a eu un moment où Derek a écrit une lettre pour présenter ses excuses à son épouse et à la famille de Michel. Dans cette lettre, ce demi-aveu personnel déjà vu dans d'autres affaires criminelles, il dit qu'il n'a pas de mots pour exprimer ce qu'il a fait, qu'il regrette beaucoup, que rien de ce qu'il dira ne pourra atténuer la douleur de la famille. Ibibibi babobo bababa. Mais quand il devait vraiment parler, verbaliser ses excuses, c'était un gars coincé, tu vois. Un gars ennuyeux sur le plan émotionnel. Sa mère, comme je vous l'ai dit, a déjà parlé au procès. La traduction était présente. Et la seule chose qu'elle demandait au juge, c'était de condamner ce tortionnaire malveillant, ce violeur, ce type, sans aucun remords. La prison à perpétuité, c'était la demande de la famille de Michel. Et tu sais, tu te souviens de cette histoire dont je vous ai parlé? Elles doivent se sentir, n'est-ce pas, autant la mère que la tante, légèrement coupables d'avoir contribué d'une certaine manière à ce que cela puisse arriver. La mère laisse échapper cela, d'une certaine manière. Elle dit que la mort de Michel a causé beaucoup de souffrance dans la famille, surtout parce qu'elle élevait sa fille pratiquement seule après la mort de son mari. Lors de cette catastrophe naturelle en Chine, elle a tout fait pour que sa fille puisse aller en Australie pour étudier. Et en fait, les gars, cette femme va avoir besoin de beaucoup d'aide psychologique pour comprendre que
Bien sûr, ce n'est pas de sa faute ni de celle de la tante. Elles sont aussi innocentes que Michel. Parce qu'au bout du compte, le gars était un monstre trompeur, persuasif, il avait cette attitude silencieuse qui peut-être séduisait les gens. C'est plus simple à initier, non ? Donc c'est entièrement sa faute. Ces femmes ne sont pas concernées, même si elles portent en ce poids, elles ne sont absolument pas coupables. Et certainement, de bons professionnels, des psychologues, vont réussir à apaiser cette douleur dans leur cœur. C'est la mère de Michel également pendant le procès qui a dit que la grand-mère de Michel est tombée dans une profonde tristesse. Là, quelques jours après l'assassinat, elle a fini par décéder. En résumé du procès, Derek Barrett a fini par plaider coupable. Vraiment pendant le procès, n'est-ce pas ? Malgré les enquêtes, il affirme qu'il n'a rien fait. Toutes ces preuves présentées au procès, il ne restait plus rien à faire. Il a finalement avoué. Et je ne sais même pas si c'est à cause de cet aveu de culpabilité que sa peine a finalement été un peu allégée. Parce qu'il a été condamné seulement, et je dis bien seulement, parce que c'est vraiment peu, n'est-ce pas ? À 46 ans de prison, libération conditionnelle possible après 34 ans et 6 mois. C'est très peu, n'est-ce pas ? Pour la souffrance qu'il a causée à Michel, à sa famille, ce qu'il a fait à cette jeune femme. En pratiquement 3 jours, n'est-ce pas ? De la nuit du 21 jusqu'à l'aube du 24, où il a fini par la tuer de cette manière cruelle, avec de multiples coups de couteau, n'est-ce pas ? Ça ne se dit pas. Sans parler de la souffrance psychologique et physique qu'il a infligée en laissant la jeune fille attachée et bâillonnée dans cette chambre. Comme si elle n'était qu'un objet pour lui, une poupée, n'est-ce pas ? Pour satisfaire son désir maladif. Ce désir qui grandissait déjà, n'est-ce pas, dans son esprit depuis si longtemps, avec l'utilisation de ces caméras. La peine était bien trop légère pour un tel malade, ce pervers incurable. Je ne suis pas professionnel, ni psychiatre, ni psychologue, mais pour moi, une personne comme ça est incurable. Supposons que, je ne sais pas, s'il y a une possibilité de progression là-bas, et que ce type sorte de prison avec... je ne sais pas, à 60, un peu plus de 60 ans, est-ce qu'il serait capable de vivre en société ? J'ai déjà raconté des cas ici où les assassins vieillissent, sortent de prison et recommencent à tuer. Il faut être très prudent avant de libérer un type comme ça. De toute façon, Derek, pendant tout ce temps, d'une certaine manière, va payer pour le crime qu'il a commis. Les crimes, n'est-ce pas ? J'espère sincèrement, les gars, de toutes mes forces, qu'il passera tous ses jours en prison. Et en portant un poids trop lourd à porter pour ce qu'il a fait, j'espère qu'il souffrira beaucoup mentalement là-bas. Et qu'il sera perturbé aussi, n'est-ce pas ? Avec le souvenir de Michel, tout ce qu'elle aurait pu être dans la vie et qu'il n'a pas permis. Par un désir d'intense sexualité, mesquin, maladif et ainsi de suite. Innommable, n'est-ce pas, disons ? Je veux votre avis sur ce type. Vous pensez qu'il méritait la perpétuité, non ? Les gars, l'espace commentaire lui permet d'échanger des idées. Ça fonctionne. Merci de votre compagnie. À bientôt pour le prochain épisode.